Pour poursuivre sur le thème de la France en République de 1880 à 1945, abordons le cours numéro 3, la République à l'épreuve des crises. Nous allons aborder la question de ces crises en 4 temps. Le premier temps est celui des années 1880 à 1890. Il s'agit, durant cette période, des crises politiques des jeunes années. La première crise est la crise boulangiste. Entre 1886 et 1889, le général Boulanger est ministre de la guerre. Il est favorable à un pouvoir exécutif fort, voire même autoritaire, et prône une guerre de revanche contre l'Allemagne. Certains de ses partisans voient en lui le successeur de Napoléon. Mais ce dernier refuse finalement de prendre le pouvoir par un coup d'État. Il se retire de la vie politique et la crise se termine. La seconde crise des jeunes années est la crise de Panama. Lors de la construction du canal de Panama, plusieurs hommes politiques corrompus incitent leurs électeurs à acheter des actions pour soutenir la compagnie chargée du chantier, alors en grande difficulté. La faillite de la compagnie ruine des milliers d'investisseurs et l'affaire est rendue publique dans le journal de la libre parole. C'est un véritable scandale médiatique. Suite à ces révélations, les anarchistes menacent la République. Ils commettent un attentat à la Chambre des députés en 1893 et assassinent le président de la République, Sadi Carnot, en 1894. La troisième crise des jeunes années concerne les contestations sociales. Le monde ouvrier connaît une importante agitation à partir de la fin des années 1890. En effet, les ouvriers protestent contre des conditions de travail extrêmement dures. Absence de sécurité au travail, pas de système de protection sociale, notamment en cas d'accident, durée des journées de travail de 10 heures et pas de congés. De grandes grèves au début des années 1900 sont organisées par les premières organisations syndicales comme la CGT et la SFIO. Ces mouvements sont sévèrement réprimés et l'acquisition de droits sociaux est lente. En 1906, le principe d'un repos hebdomadaire est accordé. La retraite est accordée en 1910 et la journée est réduite à 8 heures de travail en 1919. De 1894 à 1906 a lieu le deuxième temps des crises de la Troisième République. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. Cette affaire-ci est bien plus grave que celle évoquée précédemment et a surtout un très fort retentissement dans toute la société française. L'antisémitisme et le nationalisme d'exclusion deviennent des thèmes majeurs du débat politique. Nous aborderons ce sujet dans une partie à part entière. La troisième période de crise concerne la République face à la Première Guerre mondiale. À la veille de la Première Guerre mondiale, les Français sont divisés entre pacifistes et partisans de la guerre. Face à l'appel du président de la République, les différents partis politiques font néanmoins taire leur opposition et forment un gouvernement d'union sacrée. Pour faire face à ces conditions exceptionnelles de guerre, la démocratie s'impose des restrictions. Recours à la propagande, censure de la presse, limitation des rassemblements. La République met également en place une économie de guerre. Orientation des productions pour satisfaire notamment les besoins de l'armée, nouvelles taxes pour récolter des fonds, nouvelles réglementations sur les conditions de travail, plus contraignantes bien évidemment. Pendant cette période de guerre, les libertés des citoyens français sont donc mises à mal. Durant la guerre, la République affronte 2 crises graves. Les emprunts lancés pour financer la guerre déclenchent une inflation et rendent la vie difficile, d'où les grèves et les manifestations durement réprimées. En 1917, la lassitude et les échecs militaires entraînent des mutineries au front, c'est-à-dire que les soldats se mutilent volontairement pour être inaptes au combat, désertent ou refusent de sortir des tranchées pour de nouveaux assauts. Pour servir d'exemple, ces soldats sont condamnés au peloton d'exécution. Malgré ces difficultés, les institutions républicaines tiennent bon, à l'image du président du Conseil, Georges Clemenceau, surnommé le Tigre, qui va diriger le pays d'une main de fer jusqu'à la victoire de 1918. L'armistice est signé le 11 novembre et le traité de Versailles met définitivement fin à la guerre en 1919.
L'Alsace-Lorraine, qui avait été perdue en 1871, est rendue à la France et l'Allemagne se voit imposer de très sévères réparations à verser aux vainqueurs. Mais cette victoire a un goût amer pour la France. 1,3 million d'hommes sont morts au front et 1 million d'autres reviennent mutilés. De plus, certaines zones du nord de la France sont complètement dévastées et le pays s'est endetté pour financer l'effort de guerre. Pour finir, abordons le quatrième temps, celui de la période de l'entre-deux-guerres. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on constate une montée inquiétante de l'extrême droite. Les idées fascistes, xénophobes et antisémites gagnent la population française. Dans ce contexte, le Parti socialiste remporte une éclatante victoire en 1936. En effet, l'union des forces de gauche a permis la victoire du Front populaire en mai 1936. Au lendemain de cette victoire, un vaste mouvement de grève marque la France. Les salariés veulent faire pression sur le patronat pour obtenir des améliorations des conditions de travail. Le chef du gouvernement, Léon Blum, cherche à satisfaire rapidement les revendications sociales des grévistes. Le Front populaire prend alors des mesures sociales inédites qui marquent durablement les ouvriers. Les accords Matignon de juin 1936 représentent une des mesures sociales les plus emblématiques de cette période. Les ouvriers obtiennent une augmentation des salaires, la semaine de 40 heures, 2 semaines de congés payés et la mise en place des conventions collectives. Grâce au billet des congés payés, beaucoup partent pour la première fois en vacances. Pour conclure sur ce sujet de la France en République de 1880 à 1945, nous pouvons dire que la guerre n'a pas remis en cause la cohésion nationale et qu'elle a au contraire permis la victoire de la République et de la démocratie qui sortent apparemment renforcées de ces épreuves. Nous terminerons ce thème un empire colonial avec le quatrième et dernier cours, la République coloniale, dans une prochaine vidéo. Pour poursuivre sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.